moi, je vous dirais que l'innovation, trop souvent, on la confond avec la technologie. L'innovation passe d'abord et avant tout à travers les idées d'une personne. Alors, il faut s'investir dans notre monde. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Alors, bonjour au podcast Osons la suite, donc des podcasts qui sont axés sur la créativité et l'innovation. Aujourd'hui, on a la grande chance et le privilège d'accueillir Isabelle Hudon pour passer 45 minutes avec nous pour parler donc du thème de ce podcast, l'innovation et la créativité. Alors, je vais essayer de résumer votre brillante et impressionnante carrière. Donc actuellement, vous êtes présidente de la BDC, donc la Banque de développement du Canada. Vous revenez de la France, vous avez été ambassadrice du Canada du Canada en France et à Monaco, PDG de la Sun Life, donc dans les assurances, président de la Chambre du commerce, et je pourrais encore descendre un peu plus bas, mais je pense que ça résume les grandes lignes de vos dernières années professionnelles. Récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale du Québec, soulignant son engagement en faveur de l'ambition féminine. Madame Hudon également titulaire de la médaille du jubilé de diamant de la reine Elisabeth II pour son apport à la culture au Canada et recevait en 2017 un doctorat en droit honoris causa de l'Université Concordia. En 2021, elle est nommée commandeur de la Légion d'honneur par le président de la République française, M. Emmanuel Macron. Quand même, ça pose la discussion. Et je rajouterais femme des premières fois. Première femme nommée à la tête de la Chambre du commerce de Montréal, première femme ambassadrice du Canada en France, première femme à la tête de la BDC. Alors, merci de prendre ce temps avec nous. Mais moi, c'est votre parcours professionnel. Si je demandais à un ami qu'on a en commun, c'est qui Isabelle Hudon? Qu'est-ce qu'il me répondrait en tant qu'ami, en tant que connaissance, si on sort un peu du domaine professionnel? Qu'est-ce qu'il me dirait dans les grandes lignes? Il vous dirait que je suis une battante passionnée, déterminée, impatiente et des fois peut-être même entêtée sur ma volonté de toujours vouloir me mettre hors de ma zone de confort, mais surtout pour toujours atteindre des sommets plus élevés, et pas nécessairement, là je ne fais pas référence à un titre ou à une fonction, mais d'avoir des objectifs toujours plus grands pour les organisations que je dirige. Mais je pense qu'on me décrirait ainsi. D'accord. Si je lui demandais, est-ce que Mme Hudon a des passions, des hobbies, des... Ben, si vous lui demandiez ou si vous demandiez à Isabelle Hudon elle-même, Isabelle Hudon, elle va vous répondre que j'ai de la passion du boulot, et je m'en suis jamais cachée. Ouais. Je suis une personne qui se réalise beaucoup à travers ma vie professionnelle. J'aime apprendre, j'ai de nombreuses curiosités, j'aime me dépasser également et sincèrement, je voudrais vous dire autrement pour avoir l'air mieux équilibré et tout, mais vraiment, j'assume complètement ce qui me réveille le matin, et c'est en particulier ma vie professionnelle, mais je pense que je peux répondre ceci avec autant de transparence parce que aussi j'ai une vie complète où j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, mes parents sont encore vivants. Alors, je dois vous dire, là, c'est la première fois que je dis ça, alors c'est un gros scoop sur vos ongles, mais attention. Non, mais j'ai pas beaucoup de soucis. Alors, ce qui fait en sorte que j'ai une liberté, une liberté d'assumer ce qui me passionne. Et depuis 20 ans, ce qui me passionne énormément, c'est ma vie professionnelle. Merci pour
Le scoop. Un gros scoop, hein? On s'en demandait un gros scoop. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même que vous arrivez à la Sun Life en assurance. Vous n'êtes pas spécialiste, je ne sais pas si vous êtes spécialiste des assurances. Là. La même chose au niveau de la BDC. Vous n'êtes pas formé en finance. C'est quoi l'élément... déclencheur, oui. Le fil rouge. Oui, le fil rouge de tout ça. C'est comme... vous avez mentionné dans vos mots d'introduction que j'étais la première femme de plusieurs épisodes. Et est vrai que, reculons à la Chambre de commerce, j'ai 34 ans, je suis nommée présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Vrai, je suis la première femme à occuper ce poste-là, mais j'avais jamais été numéro 1 auparavant, j'avais jamais eu des fonctions publiques. Et là, je me suis à la fois découverte, mais aussi le public m'a découvert comme une leader qui avait plusieurs passions, qui n'avait pas nécessairement froid aux yeux, qui était passionnée du dépassement. Et c'est peut-être là où, parce que j'ai eu un rôle public assez tôt dans ma carrière, qu'on pense à moi pour différents rôles et différentes opportunités. Quand je suis arrivée à la financière Sun Life, c'est vrai que je n'avais pas l'expertise du secteur privé, mais arrêtons de miser sur ce que je n'avais pas. Et j'apportais à la table ce qu'à l'époque, la financière Sun Life avait besoin, de ramener l'organisation sur la route de la croissance. Et ensuite, comme ambassadrice, on a vu en moi cette capacité de connaître le secteur privé, de connaître l'appareil gouvernemental à un moment où le Canada venait de négocier avec l'Union européenne un traité de libre-échange et où on voulait, entre autres le premier ministre Trudeau, voulait que la France ratifie ce traité de libre-échange. Et donc, j'avais les éléments, la combinaison, peut-être pas unique, mais un brin unique pour relever le défi. Et aussi, je suis une communicatrice. Alors, comme diplomate, il faut savoir communiquer. Et je vous dirais, pour votre commentaire, mon arrivée à la BDC, c'est la première fois que je relève un défi dans un secteur que je connais. Parce que je reviens à la BDC dans un environnement similaire, à quelques détails près, de la financière Sun Life. C'est la première fois, donc, que je relève un défi dans un secteur que je connais. Et j'ai fait cette réflexion ce week-end parce que je suis à peu près à 1 an dans mon mandat de la BDC. Et j'ai beaucoup réfléchi sur où je me suis investie dans mes 12 premiers mois de mandat. Et je suis très fière de dire que je me suis investie à la rencontre de mes nouveaux collègues. Et je n'avais pas en parallèle l'obligation d'aussi apprendre le secteur. Alors, on en a toujours à apprendre, mais c'était beaucoup moins inconnu que quand j'ai joint Financière Sun Life. Je vous écoute, 2 choses qui me viennent en tête. Fort sens politique, puis je ne parle pas de la politique que vous avez fait dans votre rôle d'ambassadrice, mais sens, et dans le plus noble des termes, vous êtes vraiment une gestionnaire. Vous êtes capable, quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, d'asseoir cette carrière de gestionnaire où vous avez en tant que gestionnaire, on a des rôles particuliers, puis effectivement, on n'est pas obligé de venir, on n'est pas obligé d'être ingénieur électrique pour travailler dans la haute sphère d'Hydro-Québec. Là, c'est vraiment, on peut dire, c'est ce qui vous caractérise, un sens politique. Pour ceux et celles, mais surtout pour celles qui nous écoutent, il est important de toujours plus miser sur ce qu'on a à offrir versus ce qu'on n'a pas dans la vie. Et particulièrement les filles, on a ce fichu billet de miser sur tout ce qu'on n'a pas, pendant que les gars misent sur tout ce qu'ils ont et plus. Alors, je me demandais tout à l'heure pourquoi on faisait des podcasts, parce que c'est justement pour retenir des choses comme ça, où on a des gens qui nous disent des choses qui ont tellement d'impact ou qui vont résonner sur nos auditeurs ou même chez les jeunes qui vont regarder. Là. Misons sur les forces qu'on a, puis arrêtons de perdre de l'énergie sur nos défis, on va dire. Parce que vous qui êtes dans le secteur académique, et le secteur académique est très bien organisé autour de la méritocratie.
Et c'est parfait ainsi. Mais vous le savez très bien qu'aussitôt qu'on sort des bancs d'école, la méritocratie laisse sa place à la place que toi-même tu peux prendre dans une organisation. Il n'y a plus ces fichus bulletins, ces notes, ces codes R, tout ça disparaît. Et c'est ce que tu es capable de livrer en équipe qui te donne la meilleure ou la pire des cotes. C'est très drôle ce que vous dites parce que, excuse-moi Isabelle, on avait remis des diplômes de nos élèves au collégial parce qu'on a un cégep aussi à Sainte-Anne et je leur ai dit, vous savez, votre diplôme, il va servir à quoi? Peut-être à avoir une entrevue un jour puis avoir un job, mais après là, vous allez rentrer dans une organisation où éventuellement les gens ont plus ou moins le même diplôme que vous, donc ils ne servent plus à rien. Ce qui va vous différencier, c'est comment vous collaborez, votre créativité, votre innovation, votre sens critique, la façon dont vous communiquez, comment vous savez travailler. Tout ça, là, malheureusement, ce qu'on enseigne peu sur les bancs d'école, et pourtant c'est ce qui va être, ça et la personnalité bien sûr, ce qui va être d'autant plus important. Et c'est drôle que vous me dites ça, parce que on passe notre temps, puis c'est un peu la particularité de Sainte-Anne, où on veut développer tout ce qu'on appelle en bon français les soft skills, toutes ces compétences globales qui sont tellement importantes dans la vie personnelle ou professionnelle, et qu'on met malheureusement pas mal de côté quand nos enfants rentrent à l'école. Isabelle, Hugo abordait le fait que, bon, vous êtes une gestionnaire de haut niveau, je me permets de le dire comme ça, toute une leader, passionnée, extrêmement dynamique. D'où est-ce qu'elle vous vient, cette capacité qu'on dirait innée à diriger? Est-ce que c'est inné ou vous l'avez acquis? Est-ce que vous êtes capable de l'expliquer? D'où est-ce que ça vous vient? Ben, je ne suis pas sûre que c'est inné, mais c'était beaucoup en moi, dans ma personnalité. Mais il faut que je partage avec vous que un scoop. Allez, un deuxième scoop. Un deuxième scoop. Non, mais j'étais assez timide plus jeune, et un peu introvertie, complexée. Moi, je me suis franchement ennuyée dans mes années de primaire et secondaire. J'ai trouvé que la vie était trop lente et toujours très lente. Et puis, je me suis dit, je me souviens en 6e année, mon professeur M. Bergeron, qui était dans sa dernière année d'enseignement, donc un peu fatigué. Puis je me disais, il me semble qu'il manque de pep, mon M. Bergeron. Alors, je lui avais offert généreusement de prendre sa place pour un après-midi et d'enseigner. Faut que vous sachiez que mes parents sont 2 enseignants. Ma mère a fait sa carrière à titre d'enseignante. Mon père a plutôt pris la tangente de l'administration scolaire, mais quand même 2 profs de formation. Et j'ai enseigné un vendredi après-midi l'art plastique. Et j'étais vraiment épuisée à la fin de mon après-midi, tu sais, parce que d'avoir de l'influence, voire même un brin d'autorité sur tes propres collègues de classe en 6e année, un vendredi après-midi, c'est pas rien. Non. Alors, donc, je pense que je l'ai toujours eu. Est-ce que vous avez aimé ça? J'ai senti l'adrénaline. J'ai aimé, mais je me suis dit, j'ai des croûtes à manger. Mais probablement que là, j'avais testé l'une de mes premières passions, soit de convier des équipes à aller dans la même direction, ce que vous appelez gestionnaire. Pouvoir d'influence. Le pouvoir d'influence, comment utiliser sa voix, sa posture physique, sa présence verbale, non verbale. Bon, j'ai pas tout découvert ça un jour de 6e année, là, mais quand même. Alors, je pense Isabelle, pour répondre à votre question, ce qui m'a le plus guidée et animée plus jeune, c'est mon impatience. Et à chaque jour, il y a quelqu'un qui essaie de me convaincre que je fais fausse route en disant que mon impatience est ma plus grande force. Parce que on a toujours tenté de me convaincre que l'impatience, c'est pas une force. Et moi, je vois ça contraire. Cette impatience, quand on sait bien la gérer, là, puis probablement que à l'adolescence, mes parents vous disaient que j'avais pas trouvé le truc de la gérer, mon impatience. Mais quand on arrive à bien gérer, doser cette impatience-là, c'est une énergie formidable pour faire avancer les choses, pour bousculer les conventions également. Donc, c'est plus mon impatience, Isabelle, qui m'a poussée à faire les choses
autrement. Je m'ennuyais, je trouvais que la vie était longue et lente. Et aussi, je suis née et j'ai grandi à Beauharnois, qui était à l'époque, l'autoroute 30 n'existait pas. Alors, c'était un très petit village avec les limites que viennent avec des plus petites communautés. Donc, je pense que c'est plus mon impatience qui a dirigé mon énergie et qui ensuite m'ont amené à développer des habiletés de communicatrice. Mon père a toujours fait de la politique également, donc j'ai beaucoup été aux côtés de mon père en politique municipale, en politique fédérale. Donc, on aime penser qu'on forge la vie, mais la vie nous forge également sans trop qu'on s'en rende compte. Ce qui se dégage de vous, c'est la confiance. Pourtant, vous nous avez dit que plus jeune, vous étiez timide, un peu complexé. Ça se passe comment, là, le développement de cette confiance-là pour vous? Est-ce qu'il y a eu un moment spécifique mais comment vous l'expliquez, cette confiance-là qu'on ressent, qui transcende de vous? Il a fallu que je m'injecte de beaucoup de confiance pour passer au-delà des limites qu'on me proposait, Isabelle. Je sais que vous allez atterrir rapidement sur tout le côté académique puis mon expérience à l'école, puis ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais j'ai pas eu, moi, la patience des bancs d'école et je me suis ennuyée et j'ai décidé que j'allais vivre ma vie à ma façon et j'étais assez seule pour trouver ma voie, Isabelle. Et j'ai été à un Y à un moment donné dans ma vie plus jeune où je me suis dit, je peux prendre la voie facile ou je peux prendre la voie moins facile et me dépasser. Et j'ai pris la deuxième en sachant à peu près ce que ça exigerait de moi, mais j'ai fait sciemment le choix à ce Y-là de pas prendre la voie la plus facile. Et je pense que j'étais assez consciente de ce que ça voulait dire. J'ai eu plusieurs surprises, j'ai eu plusieurs défis, mais il y a personne qui a pavé la voie pour moi, Isabelle. J'ai défriché ma voie et ça n'a pas toujours été facile, mais quand c'est pas facile, on apprend beaucoup plus. Je dis souvent que d'un demi-succès, on apprend plus que d'un plein succès. Parce que d'un demi-succès, on s'arrête et on se demande pourquoi j'ai pas atteint le plein succès, quels étaient les éléments qui me manquaient. On fait beaucoup plus de réflexion sur un demi-succès, sur un plein succès. Quand on atteint le plein succès, on célèbre. Quand on atteint un demi-succès, on réfléchit puis on se demande ce qu'on aurait pu faire plus et mieux. Alors, je me revois là à vélo, à faire toujours le tour des mêmes rues, seule, à Beauharnois, dans ma tendre jeunesse. Et bon Dieu que je m'ennuyais puis que je me proposais de vivre une vie trépidante. Tourner en rond. Je peux vous dire qu'elle est trépidante. Oui, je tourne en rond. Ouais. Ma plus grande qualité, c'est l'impatience. Souvent, en entrevue, quand tu demandes aux gens, là, selon vous, c'est quoi votre petit défaut? Puis c'est pas mal toujours ce qui vient. Oh, je peux être impatient. Puis là, vous vous dites, vous affirmez, et moi, ma plus grande qualité, c'est parce que je suis impatient. Et il y a quelque chose à travailler là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant parce que justement, quelqu'un qui a patience, c'est quelqu'un qui va défoncer les murs. C'est le passage à l'action. C'est le passage à l'action, c'est l'agilité. C'est l'urgence. Puis quand vous disiez, oui, j'ai pris la décision peut-être la moins facile, mais la plus épanouissante. Ouais. Et puis encore, je reviens qu'un exemple de ce week-end, c'est ce qu'on disait aux jeunes, ne suivez pas forcément la voie que vos parents veulent que vous fassiez, là. Prenez la vôtre, puis si à un moment donné, peut-être qu'elle va être plus difficile à court terme, mais visez le long terme, regardez ce qui va se passer demain dans quelques années, arrêtez de penser à court terme, parce que c'est une carrière épanouissante, c'est ce que vous disiez là, comblé, j'ai pas de soucis, je suis bien dans ma vie. Puis même si j'ai pas 300 patients, c'est pas grave, je suis bien dans ma vie, puis point final. Exactement. Mais il faut avoir le courage, oser, soyons ambitieux. Puis à un moment donné, moi je trouve effectivement que l'impatience c'est une belle qualité. Des fois, on a toujours l'impression que ça n'avance tellement pas. Et les gens qui nous poussent dans le dos, des fois, ça fait du bien. Quand on parle de vous, puis Hugo le fait en introduction, on parle souvent d'une première femme nommée à tel titre, première femme...
Est-ce que c'est quelque chose que vous portez, c'est-à-dire qu'au fil de votre carrière, de vos accomplissements, est-ce que consciemment, vous en étiez consciente ou... Parce que souvent, on va poser la question à des femmes qui sont dans des positions importantes de gestion. Puis souvent, elles vont dire non, je ne l'ai pas vraiment fait consciemment. Mais vous, compte tenu de, bon, je pense à l'effet A, entre autres, je pense à toutes les barrières que vous avez abattues, est-ce que ça vous tient à cœur d'être cette représentante-là des femmes en gestion? Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient chez vous? C'est pas mon objectif d'être la première, mais force est de constater, Isabelle, après 20 ans, d'être encore une première à faire quelque chose qui semble du passé que d'être la première à le faire. Il faut constater que c'est important d'être visible, pas pour soi-même, mais pour prouver aux générations actuelles et futures, surtout aux filles, que c'est possible. Alors, donc, moi, c'est pas ma motivation première, mais je reconnais, Isabelle, que plus on gravit les échelons dans la vie, plus on a un rôle à redonner dans la société, dans la communauté. Il faut trouver la façon qu'on veut redonner. Moi, c'est la cause de la place des femmes et il faut se multiplier sur la place publique à titre de modèle au pluriel de ce que ça veut dire et de ce que ça peut vouloir dire être une femme dans un poste d'influence. Pourquoi? Premièrement, les filles, on est meilleures à répliquer ce qu'on voit versus d'inventer ou d'être la première parce que c'est insécurisant. Deuxièmement, c'est important qu'on se multiplie comme modèle pour que les jeunes filles voient qu'il y a différents modèles féminins pour y réussir. Donc, il n'y a pas un seul modèle féminin. Moi, je me suis battue depuis 20 ans pour qu'on arrête de demander aux filles la fichue question de l'équilibre travail-famille, quand on pose jamais cette question-là aux gars, mais jamais. On commence à la poser seulement, oui, effectivement. À peine. Puis je me demande juste s'il faut continuer à la poser. Ouais. C'est une réalité. Je me souviens d'avoir des conversations très passionnées avec des magazines féminins en disant « Lâchez-nous avec cette question-là, parce que si on est bonne à faire une chose, les filles, c'est de tout mettre sur nos épaules puis que tous les problèmes deviennent les nôtres. » Alors, donc, c'est pas mon objectif d'être la première, mais je reconnais l'importance qu'on en parle encore aujourd'hui pour que les stigmates tombent, pour qu'on se mette à croire beaucoup plus que c'est possible et pour qu'on se multiplie également. Mais j'ai été très surprise, Isabelle. Je me souviens, là, quand j'ai été nommée présidente de la Chambre de commerce à 34 ans, moi, je m'attendais à avoir plein de monde surpris. Okay? C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a que 34 ans, elle. Elle n'a jamais eu d'entreprise. Tu sais, la liste peut être longue à juste titre. Là. Bien, pendant là, presque un an, la seule surprise qu'on me communiquait, c'est « Wow, t'es la première femme, hein, c'est impressionnant. » Puis là, au bout de 6 mois, je dis « Ben là, revenez-en. » Mais là, j'avais 34 ans, puis j'avais pas nécessairement pris le poids de ce statement-là. Et c'est là, Isabelle, que je me suis dit, ben si je peux faire une différence pour d'autres filles, je vais le faire. Parce que moi, j'ai jamais senti le plafond de verre et j'ai jamais trop vu les obstacles qu'on me proposait. C'est pas vrai que j'ai pas d'obstacles, mais je suis douée pour les contourner ou bien pour... ne pas les voir. Moi, ne pas les voir ou sauter par-dessus et de les aborder un après l'autre. La prise de risque. Vous avez parlé de l'importance de développer chez les filles la capacité à prendre des risques. Puis avec ça vient un peu la peur de l'échec, la peur du jugement. Comment on fait pour développer ça chez les jeunes filles? Là, voici ma liste de conseils. Super, pour les filles. On prend des notes. Bon, premièrement,
la prise de risque, si on n'apprend pas à faire des risques, nos amis, là, on arrive rarement à monter les échelons. Alors, donc, premier conseil, particulièrement aux filles, faites le deuil de devoir et de pouvoir plaire à tout le monde. Moi, j'ai fait ce deuil. Ouais, j'ai fait ce deuil il y a longtemps et laissez-moi vous dire, Isabelle, comment c'est un soulagement. Libérateur. C'est libérateur, voilà. Alors, et je vous donne un truc, Isabelle et auditrice. Quand vous rencontrez, à chaque semaine, vous rencontrez X nombre de nouvelles personnes, que ce soit 10, que ce soit 100, c'est pas vraiment important. Est-ce que toutes les personnes que vous rencontrez vous plaisent? Isabelle, oui ou non? La réponse honnête, c'est plutôt non. Bon. Puis le contraire de plaire, c'est pas déplaire, mais certaines personnes qui vous laissent neutre, certaines personnes qui vous agacent. Pourquoi vous infligez à vous-même de plaire à tout le monde quand vous donnez pas ça aux autres? Hein? Donc ça, c'est mon premier exercice. Mon premier conseil. Deuxièmement, faites aussi la paix sur la perfection et visez plutôt l'excellence. La perfection crée des comportements fort déplaisants à côtoyer et vous offre toutes les meilleures raisons pour tourner en rond parce que vous atteindrez jamais la pleine perfection. Par contre, je ne vous dis pas de manquer de discipline, de rigueur. Allez-y pour l'excellence et visez très haut. Les probabilités qu'on étudie dans nos fameux cours de maths nous prouvent qu'on ne peut pas toutes les gagner, mais quand même, quand on vise l'excellence, on se donne les moyens pour réussir. Et moi, le mot échec n'existe pas dans mon vocabulaire. J'ai des succès puis des demi-succès. Puis de mes demi-succès, comme je disais tantôt, j'apprends beaucoup plus que mes succès. Donc, ce seraient mes 2 premiers conseils que je vous donnerais. De ne pas vous obliger à plaire à tout le monde. Par contre, essayez que votre liste de championnes soit plus longue que votre liste de détracteurs. Là, c'est un petit peu plus facile à gérer. Et visez l'excellence versus la perfection. Expliquez-nous un peu, l'idée vient d'où? Ça part comment? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Oui. J'ai siégé sur beaucoup de comités aviseurs sur toute la question de l'égalité femmes-hommes. D'ailleurs, je veux vous dire que depuis mon séjour en France, je parle de l'égalité femmes-hommes et non pas de l'égalité hommes-femmes. C'est les Français qui me l'ont proposé et je l'ai retenu. Alors, j'ai siégé sur beaucoup de comités aviseurs. J'ai signé souvent des rapports sur la question. Et chaque fois que je signais un rapport ou co-signais un rapport, j'ai retrouvé souvent et tout le temps des constats, des chiffres, que ça allait pas assez vite, mais trop peu d'actions concrètes pour faire bouger l'aiguille. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais poser au moins un geste par jour pour la cause. Et ça, c'est pas d'organiser un congrès mondial sur l'égalité femmes-hommes, là, mais c'est de prendre l'appel d'une jeune femme qu'on connaît pas, qui a besoin d'un conseil. C'est de rentrer dans une salle de réunion où il y a que des hommes. J'ai déjà fait ça à la Financière Sun-Life. J'ai annulé la rencontre. Ou c'est d'arriver dans une rencontre où il y a que des hommes et de le dire à voix haute qu'on n'est sûrement pas représentatif avec une composition ainsi. Et de là est passée l'idée, Isabelle, de créer un environnement assez sécuritaire pour inviter les filles à venir réfléchir à non pas notre ambition, mais notre timidité à déployer notre ambition. Parce que je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais on est beaucoup plus timide à les communiquer et à déployer notre ambition. Et là, ça fait de boule de neige, Isabelle. J'ai appelé 6 CEO que je connaissais, puis j'ai dit, j'aimerais ça que tu identifies dans ton talent à haut potentiel 2 filles
Puis je vais travailler avec ces filles-là pendant 100 jours. Je vais les exposer à ma vie. Je vais leur présenter mon réseau et on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est il y a 7 ans, Isabelle. Donc, la première cohorte, il y avait 12 filles dans la première cohorte. Aujourd'hui, les cohortes de l'EFEA, ça dure toujours 100 jours, mais c'est 300 à 400 participantes en français, 200 à 300 participantes en anglais, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse et en Asie. Et c'est probablement ma plus grande fierté, ma plus grande réalisation, Isabelle, parce que je vois, aujourd'hui, il y a 7000 diplômés de l'EFEA. Il n'y a pas une journée où on ne parle pas de l'EFEA, même quand j'étais en France. Et je sens vraiment que les conseils qu'on offre aux participantes font la différence et font une différence dans la vie des filles. Oui, puis on voit de plus en plus de femmes, de filles dans des positions d'influence, mais aussi pour travailler là, en éducation. Actuellement, là, ce que l'on voit sur les bancs d'école, la relève est là. Les filles qui entrent dans les milieux professionnels sont rigoureuses, sont travaillantes, sont déterminées, articulées. Je dirais que va falloir se préparer dans 5-10 ans. Les milieux professionnels vont avoir complètement changé de face. Puis je pense que c'est pas mal déjà fait. Mais j'entends même des employeurs. Je parlais à un avocat qui me dit « Hey, nos filles, nos jeunes filles sont quelque chose. » Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faut aussi développer les milieux. Les garçons. Oui, exactement. Moi, je vais partir l'effet « wow » pour les garçons. Oui, allez-y. Après l'effet A, l'effet « wow ». Mais ce que les filles, là, les filles qui excellent sur les bancs d'école aujourd'hui, là, faut aussi les éclairer sur le fait que la méritocratie après les bancs d'école n'existe plus. Puis c'est là qu'on perd notre nord, les filles, un peu, en sortant des bancs d'école. On a les meilleurs résultats, mais on n'a pas développé ce sens, Hugo, comme vous l'avez dit, ce sens politique, ces habiletés, savoir-être, enfin, le non-dit. Effectivement, et puis je suis entièrement d'accord avec vous. On est quoi, une vingtaine à la direction à Sainte-Anne et il y a 14 filles, elles sont meilleures que les hommes. Quand on embauche, malheureusement, parce que nous, on veut faire l'inverse, on veut avoir un équilibre aussi, parce que là, on est vraiment en déséquilibre. Mais c'est très difficile. Les filles, actuellement, sont meilleures. Elles sont meilleures sur les bancs d'école, ça, c'est clair, parce qu'elles ont plus cette capacité à donner aux profs ce qu'ils veulent, puis de se concentrer. Mais effectivement, arriver sur le marché du travail, ben là, c'est là que ça commence à batailler, puis c'est là que les femmes qui vont réussir à développer tout leur savoir-être, là, ça va être quelque chose. Et où les hommes vont se récupérer par la suite quand ils sont sur le marché du travail, où là, ils vont être plus à l'aise. Mais il y a quand même un enjeu avec la confiance, avec la posture, avec tout ce qui est la gestion de l'erreur, de l'échec. D'ailleurs, Isabelle, ça me surprend beaucoup quand tu dis que tu vis, oui, des succès et des demi-succès, parce qu'on a l'impression que tout réussit. Ah non. Parle-nous un peu de ça, là, de ta relation avec peut-être l'erreur. Est-ce que vous avez toujours eu cette philosophie ou ça s'est développé avec le temps? Tu sais, si je reviens à mon temps où je tournais en rond sur mon vélo à Beauharnois, je savais vraiment que si j'essayais pas, je sortirais pas de cette spirale. Tu comprends? Alors, c'est peut-être là où j'ai fait la paix avec des demi-succès. Moi, ça m'agace, tous les discours positifs sur l'échec. Je suis pas de celles qui croient qu'on peut éviter les échecs, mais je trouve que quand on parle trop d'échecs, ça te met dans une posture mentale qui est pas la bonne. Particulièrement pour les filles où on est vite à s'auto-flageller puis dire qu'on n'est pas bonne. On peut-tu arrêter de parler de ça, là, puis qu'on sache ce qu'on vaut, ce qu'on amène à la table et de viser haut et grand. Donc, c'est pas vrai, par exemple, que tout m'est facile, Isabelle. C'est pas vrai que j'ai tout réussi, mais j'ai jamais tout perdu pour autant. Tu sais, dans ma carrière, c'est très rare qu'on le mentionne parce que ça n'a pas été très long, ça n'a pas été très remarqué, mais j'ai été pendant 2 ans présidente d'une agence de publicité. Je me suis emmerdée, là. Je peux pas vous dire comment j'ai trouvé ça plate. Mais tu sais, quand on n'est pas sur notre X, puis qu'on le sait,
Mais je suis encore capable d'en parler positivement, c'est-à-dire que je ne suis pas amère de cette expérience-là parce que j'ai su la quitter plus vite que tard. Mais ça, c'est pas dans ma catégorie de réussite. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que vous aimez les chiffres? Vous êtes à la BDC, vous êtes à la Sun Life? Mais ce que j'aime plus, c'est de mettre les mots sur les chiffres. Okay. J'aime mettre en valeur des résultats financiers, mais dans un contexte verbal. J'aime rendre accessible des choses drôlement complexes. J'aime comprendre moi-même et j'aime que ce soit simple à comprendre, même si c'est complexe comme univers. Et la BDC, vrai que c'est une banque, mais c'est une banque de développement. Mm-hmm. C'est une banque qui se veut d'abord et avant tout pour être là en complémentarité des autres banques canadiennes, mais aussi pour être là pour faire une différence auprès de ceux et celles qui n'obtiennent pas le soutien et l'appui des banques parce qu'ils sont dans une étape très jeunes d'entreprise, parce qu'ils sont dans un secteur hautement risqué, parce qu'ils n'ont pas d'historique financier. Vous savez très bien, quand on va dans une banque pour un prêt, ce qu'on nous demande de mettre sur la table en garantie, c'est aussi une banque qui peut faire la différence pour des clientèles moins bien desservies et développées comme les femmes entrepreneurs, les autochtones entrepreneurs, les entrepreneurs de la communauté noire ou des communautés noires, devrais-je dire. J'ai appris ça également. Et également, je vois un rôle très important pour la BDC dans tout l'univers du climat. 40% des émissions de gaz à effet de serre au Canada sont liées aux activités des PME. On doit être aux côtés des PME et des entrepreneurs pour les aider à décroître leur empreinte sur la planète tout en gardant un chemin de croissance. Le côté un peu plus, comment vous arrivez à développer votre créativité ou l'innovation dans ces domaines-là qui sont quand même des domaines de chiffres, même si on a compris qu'une de vos grandes qualités, c'est la communication, c'est la vulgarisation. La résolution de problèmes. Comment vous arrivez à développer J'aime m'exposer à mon contraire. J'aime être exposée à ce que je ne connais pas. Donc, je sais très bien ce que je sais et je sais très bien ce que je ne sais pas. Et je suis beaucoup attirée vers ce que je ne sais pas et apprendre. Je suis également extrêmement curieuse et intéressée dans l'être humain. Et j'apprends beaucoup à travers mes rencontres, mes conversations. Et quand je ne comprends pas quelque chose, je suis animée versus repoussée. Moi, tout ce qui semble impossible m'attire. Alors, il faut que je fasse attention, par contre, parce que on dit que des profils comme moi ne sont pas la majorité de la population. Alors, il faut que je fasse attention aussi pour ne pas donner des vertiges à certains collègues. Mais Hugo, pour revenir à votre question, j'apprends en m'exposant à l'inconnu. Et aussi, je m'entoure de personnes plus fortes que moi, qui en connaissent plus que moi et qui n'ont surtout pas le même profil que moi. C'est drôle parce que Sophie Brochu nous disait exactement la même chose. Je pense que vous connaissez bien. Oui. Et effectivement, je m'entoure de personnes plus fortes, mais ça, on s'entend qu'il faut avoir une bonne dose de confiance, d'humilité et de confiance. Et d'humilité. Effectivement, savoir que les gens peuvent faire des choses mieux que nous. Mais parce qu'au quotidien aussi, on vient se faire challenger par ces personnes-là. Oui. Alors, c'était le premier conseil de mon premier mentor il y a 25 ans et je n'ai jamais dérogé. En tant que gestionnaire, est-ce que vous avez trouvé des façons, des stratégies que vous répétez peut-être d'un endroit à l'autre pour justement générer de l'innovation, générer de la créativité? Est-ce que vous êtes arrivé à mettre le doigt sur ce que ça prend pour qu'un milieu soit innovant? Alors, il faut faire complètement disparaître la hiérarchie et les titres. Premier truc. Parce que si on reste trop dans ce carcan-là, on s'oblige à parler à certaines personnes et surtout, on ne se permet pas d'aller parler à d'autres. Donc, il faut faire disparaître titre,
organigramme et hiérarchie et débarquer sur le terrain, premièrement. Et c'est pas facile dans le secteur bancaire, hein, parce que des fois, on regarde les titres des gens, premier vice-président, ils ont des titres de 20 cm des fois, là. Oui, mais moi, ça ne m'intimide pas vraiment. Deuxième conseil, il faut savoir poser la bonne question. Troisième conseil, il faut avoir une écoute extrêmement attentive. Parce que on peut manquer le bateau ou on peut manquer la marche si on n'écoute pas très bien la réponse. Donc, moi, je vous dirais que l'innovation, trop souvent, on la confond avec la technologie. L'innovation passe d'abord et avant tout à travers les idées d'une personne. Alors, il faut s'investir dans notre monde, d'abord et avant tout. Pas dans nos processus d'affaires, pas dans la technologie, il ne faut pas exclure, mais c'est de donner la chance de tendre la main, de tendre l'oreille à notre monde. Et moi, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle organisation, je rencontre tous mes collègues. Financière Sun Life, ça m'a pris 14 mois à rencontrer les 3000 collègues en groupe de 6. Ici, je suis à mi-chemin. J'ai fait la même chose quand je suis arrivée à l'ambassade. C'était moins exigeant, 200 personnes, mais quand même, pour me rendre compte que 80% des employés que j'ai rencontrés à l'ambassade, c'était la première fois que l'ambassadeur, l'ambassadrice lui adressait la parole. C'était la première fois qu'il mettait le pied dans le bureau de l'ambassadeur, de l'ambassadrice. Et puis, on n'a rien révolutionné, mais les idées qui ont émergé de cette équipe-là, c'est merveilleux. Donner la parole aux employés. Oui. Peu importe le rang, le titre que tu as, si tu as des idées, il faut offrir un territoire pour les partager. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas juste les attendre. Oui, exactement. Parlez-nous d'école. Il semblerait que vous ayez eu beaucoup de plaisir sur les bancs d'école. On a compris que vous étiez du genre étudiante à tourner en rond, s'impatienter. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez continué collégial? Bon, premièrement, je vous ai parlé de mon chapitre au primaire. Donc, j'étais une étudiante assez modèle au primaire. Au secondaire, je me suis franchement ennuyée, tellement que je tournais pas juste en rond. La polyvalente à Beauharnois, c'est un bunker en béton, là. Et puis, il y a différents blocs. Puis, je me souviens, Robert Biette, mon prof de géographie, il me disait, mettons, un cours sur 2, là, va faire le tour du bloc G, Isabelle. Parce que je m'ennuyais, parce que je dérangeais, puis je faisais littéralement le tour du bloc. J'ai fait ça puis aussi. Je revenais. Mais j'ai fait de tout, là. J'ai fait de tout au secondaire. J'ai fait des cours de théâtre, des cours de musique, des cours de chimie, des cours de physique. Tellement, à un moment donné, on ne savait plus quoi faire avec moi. J'ai fait un cours de dactylo. Ah oui. Ça sert, hein? Enfin, la panoplie. Mais je m'ennuyais vraiment. Puis mes parents qui étaient... Bon, à l'époque, mon père était directeur de la commission scolaire. Ma mère était mon prof de maths en secondaire 1. Pas heureux. Pas heureux. Votre mère ou vous? Ou les deux? Les deux. Aïe, aïe, aïe. C'est ingrat pour elle. Ça a été ingrat pour elle. C'était ingrat pour moi. Mais bon, j'ai tourné en rond. Puis après, j'ai tourné en rond au cégep un peu. J'ai fait une session à Brébeuf. On m'a fortement suggéré d'aller étudier ailleurs. J'ai fini mon cégep à Valleyfield. Donc, je suis revenue dans mon patelin. Et ensuite, j'ai fait plusieurs universités en ne réussissant rien à l'université. C'est là où j'ai pris la décision qui a vraiment peiné mes parents, mais de quitter les bancs d'école de l'université, ce que je recommande pas à personne parce que les premières années sur le marché du travail, sans ce diplôme au mur qui veut pas nécessairement dire quelque chose, mais qui dit quelque chose. Ça a été ardu pour moi mes premières années pour bien camper le début de ma vie professionnelle. Ce que j'ai détesté de l'université, particulièrement rendu à l'université, c'est d'être dans un dialogue unidirectionnel, d'être dans une classe à écouter une seule personne te faire les leçons.
Donc, j'ai commencé en relations industrielles, je suis allée en psychologie, je suis allée en comptabilité, je suis allée en marketing, j'ai tout essayé. J'ai étudié à l'UQAM, j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai étudié à Concordia, j'ai étudié à Carleton, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, enfin. Et mes parents vous diraient que ça leur a coûté cher de frais d'admission. Et finalement, j'ai fait la paix avec le fait que c'était pas pour moi. Et Concordia, à la veille de mon départ pour Paris en 2017, m'ont présenté un doctorat honoris causa en la présence de mes parents et de mon fils. Et j'étais très, très émue parce que dans l'ordre des choses, une mère doit obtenir son diplôme avant son fils. Et Arnaud était à quelques mois d'être diplômé de Queen's. Et que mes parents, de leur vivant, voir leur fille avec une toge et un diplôme, ça leur a fait plaisir. Mais c'est pas un chemin que je recommande, mais c'est pas non plus un chemin improbable. C'est-à-dire qu'on peut réussir, mais c'est ardu. Vous en êtes pas trop mal sorti. Hein? Isabelle, je vous promeus avec une baguette magique, avec le mandat de réinventer l'école. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez une baguette magique en plus, hein, vous pouvez aller plus vite. Là, parce que... Ouais. OK, je fais disparaître l'autorité. Je trouve que, moi, ma définition favorite du leadership, c'est l'art d'inspirer les autres à nous suivre et vice-versa. Et des profs, je considère que des profs sont aussi des leaders. Alors, ne pas confondre leadership à autorité. Donc, je ferai disparaître l'autorité. Je ne ferai pas pour autant disparaître la discipline. Puis, il ne faut pas confondre les deux. Je pense que la discipline et la rigueur sont de mise sur les bancs d'école, mais je diminuerai l'intensité de l'autorité. J'irai aussi sur des compétences plus entre guillemets, soft et pas seulement sur les matières conventionnelles et tôt dans le parcours académique pour que les personnes, Isabelle, comme vous le dites, les jeunes apprennent le savoir-être. Et j'exposerai aussi à ces jeunes, les étudiants, pas seulement au métier de leurs parents, mais à la réalité du travail. Je pense que des fois, on fait fausse piste en disant aux parents, amenez vos enfants une journée à votre travail. Je pense que les enfants confondent plus. Est-ce que je réplique le modèle de mes parents? Alors, je pense que c'est important de les exposer à différentes carrières, mais pas nécessairement la carrière de leurs parents. Surtout qu'on dit actuellement que beaucoup de carrières vont disparaître avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, Physiquement, les écoles doivent être repensées, je pense. Parce que si je suis sur diminuer l'intensité de l'autorité, quand tu rentres dans une classe et tu es en rang d'oignon, il y a une façon de faire, une façon de s'asseoir, il y a une façon d'apprendre. Alors, voilà. Mais je ne serai jamais celle qui aura cette baguette magique, mais j'offre mes conseils à ce ou cette magicienne. Vous parliez aussi peut-être d'image du prof qui est sur son estrade, qui déverse son savoir. Vous disiez, on n'est peut-être plus rendu là en 2022 non plus. Là. On n'est peut-être pas. Puis c'est ce qui vous agaçait à l'époque à l'université. On était encore sans apprendre de ses collègues, parce qu'on apprend aussi beaucoup des gens qui sont autour de nous. Ouais. Ça fait un beau petit résumé de ce qu'on essaye de faire. Absolument. Si vous deviez répéter l'expérience que vous avez faite en 6e année, puis d'enseigner pour un après-midi, qu'est-ce que vous aimeriez enseigner? L'anthropologie. Wow. Et pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup sur l'être humain et sur les comportements. Et je pense que c'est l'une des premières sphères de compétences qu'on doit avoir dans la vie, de s'intéresser à l'autre avec le bagage historique de cette personne et de comprendre ses comportements. Mais il faudrait, avant d'enseigner l'anthropologie, que je l'étudie. Effectivement, dans une bonne université avec des nouvelles approches. Oui, absolument. Et des nouveaux locaux. Écoutez,
c'est le temps qu'on avait, Isabelle. En tout cas, un énorme merci. Merci beaucoup. Je veux me permettre ce que je fais, ce qu'on fait jamais au podcast, mais de résumer deux, trois choses qui m'ont, moi, marqué. Donc, ce serait toi, Isabelle, de le dire, mais je vais quand même le dire. Donc, mesdames, arrêtez d'essayer de plaire. Ne visez pas la performance, mais plus l'excellence. Donc, ça, c'est les conseils d'Isabelle. Ne visez pas la perfection, mais l'excellence. Pardon, effectivement. On a appris que l'impatience est une grande qualité. Arrêtez de dire en entrevue que mon petit défaut, c'est l'impatience. Non, assumez votre impatience. Et ça, puis j'entends je vous vois maintenant, comme vraiment une vraie communicatrice. Et j'ai l'impression c'est ce qui fait votre force. Puis vous le disiez, j'aime vulgariser ce qui est compliqué, qui rend accessible à bien des gens. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous met dans le domaine aussi de chiffres, où des fois, ça prend déjà avec des compétences différentes pour faire comprendre des chiffres. Et puis on dit des fois, on peut faire dire n'importe quoi à des chiffres aussi. Donc, merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça va inspirer certainement un paquet de monde. Absolument. C'est très gentil de partager votre temps et de vos recommandations, on va dire. Ça me fait plaisir. Mon brin de sagesse. On va dire ça. Merci. Merci beaucoup. On espère pouvoir répéter l'expérience. On aurait encore bien des questions. Aucun problème. Merci. La prochaine fois, on mettra un étudiant au micro avec vous deux également. Ah, absolument. Belle idée. C'est une vraie bonne idée. Belle idée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. au revoir. Au revoir. Au revoir.